Monsieur Hassan Aourid, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale et d'autant plus merci que, comme le savent beaucoup des lecteurs de mon magazine, nous sommes très très attachés à la relation France-Maroc qui, selon moi, est un axe absolument stratégique et de la géopolitique mondiale et des enjeux de société que peuvent vivre notre pays, la France. Donc, pour vous présenter en deux mots, vous êtes politologue, enseignant-chercheur. Vous avez eu, j'ai envie de dire, au moins deux vies, puisque vous avez été un haut Ça fonctionnaire, matin, oui, tout à fait. au moins deux vies, puisque vous avez été pendant plus de 20 ans un haut fonctionnaire du Royaume du Maroc. Vous avez été le premier porte-parole du Palais Royal de 1999 à 2005, puis vous avez été walid, préfet, comme on pourrait dire en France, et vous avez été historiographe également du Royaume. Et puis vous êtes depuis quelques années écrivain, auteur, plusieurs livres qui sont vraiment, vraiment très intéressants et que j'invite nos lecteurs à lire de près. Et la raison ou le contexte de cette interview, c'est que vous allez être à Strasbourg le 2 novembre à 17h pour présenter un de vos ouvrages, Regard sur l'Occident, à la librairie Kléber, la célèbre librairie strasbourgeoise. Et c'est à cette occasion que je vous propose de répondre à quelques questions. J'indique un deuxième ouvrage, nous mettrons les liens bien entendu pour nos lecteurs, livre de l'islamisme radical que vous avez écrit chez votre éditeur, que je tiens à souligner, à présenter, les éditions La Croisée des Chemins. Tout à fait. Un très joli nom. Alors, une première question, monsieur Aourid, qui est une question d'actualité, bien entendu, qui date de cette nuit de jeudi à vendredi 27-28 octobre aux Nations Unies. Il a été décidé, après, comme chaque année, d'intenses négociations, les Nations Unies ont décidé de reconduire pour un an au Sahara la mission de la MINURSO, qui gère évidemment la question du Sahara. Que vous inspire cette décision importante? D'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Et je suis très heureux justement d'être là, tant plus qu'il y a eu cette décision effectivement de proroger le mandat des Nations Unies au Sahara. En quelque part, comme vous l'avez souligné, bon, la question n'est pas que technique, donc, parce qu'en fin de compte, elle était d'usage pratiquement. Donc, parce qu'à chaque année, il y a un vote justement sur le mandat des Nations Unies au Sahara, etc., comme vous le savez, donc, est disputé. Bon, le Maroc, bien sûr, pour des raisons historiques, etc., donc considère cette partie comme étant partie intégrante. Et donc, la position de la France compte. Et donc, et je pense que la décision qui a été prise donc, montre tout simplement la conséquence de la position de la France. Donc, dans un peu ce tohu-bohu qui a un peu marqué pratiquement donc, comment dirais-je, les événements, etc., et l'actualité. Donc, la position de la France était conséquente et quelque part montre comme quoi pratiquement la France est engagée pour une solution pacifique dans le cadre de ce qui a été prôné, donc l'autonomie. Donc, quelque part, cette décision montre qu'il y a une conséquence de la position de la France sur le dossier, ce qui jette un bémol sur pratiquement donc, le Maroc, etc., et les décisions. Voilà. En tout cas, il a été très bien perçu. Voilà. D'accord. Il faut aussi souligner le changement de position récent de l'Espagne sur ces questions et le rapprochement important entre l'Espagne et le Maroc. Enfin, on voit qu'il y a des enjeux géopolitiques importants qui se passent actuellement et notamment qui concernent directement le Maroc. Alors, pour parler des sujets qui vous animent très, très fortement, notamment dans votre livre sur l'islamisme radical, une question finalement très française, si vous me le permettez. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Rabat, du Maroc, de l'affaire de l'imam Iqiyoussen, qui secoue en fait la société française? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les leçons que vous en tirez sur la montée de l'islam radical, sur les enjeux internationaux que cela pose? Quel est votre regard sur cette affaire? Moi, je suis très mal placé pour parler de l'affaire en tant que telle, mais peut-être je parlerai plus finalement du phénomène.
Bon, l'imam en tant que tel, donc français, il est tenu pratiquement à respecter donc les règles de la France, de la République. Donc, tout propos donc qui tout simplement ne cadre pas avec pratiquement donc les valeurs de la République serait tout simplement rejetable, donc inadmissible. Bon, aller jusqu'à pratiquement donc l'expulser, je ne suis pas tellement bien placé pour me prononcer sur la chose. En tant que Français, je ne sais pas si on peut peut-être finalement envisager la déchéance de la nationalité française. Bon, certes, donc je pense que lorsqu'on est Français, on est tenu par les règles qui régissent finalement la société française et l'État français. Donc tout un chacun devrait tout simplement se conformer aux règles qui régissent une société. Voilà ce que je pourrais dire pour le principe. Dans le cas particulier, je suis très, très mal placé. Je sais que bon, la Belgique a refusé de l'expulser, etc. Et encore moins, je suis très mal placé pour parler de la Belgique que je ne connais pas et des règles qui régissent l'État belge. Quelle est en quelques mots la situation de l'islam radical au Maroc aujourd'hui? Où en Ah, sommes-nous? Quels sont vous les enjeux? savez, l'islam radical, l'islamisme plus exactement, finalement, donc, parce que les termes ont leur sens, parce que pratiquement souvent peut-être donc il y a des confusions en termes de terminologie. Je préfère parler de l'islamisme radical que de l'islam radical, donc, qui est une orientation idéologique, etc. Bon, c'est un phénomène universel, donc qui ne touche pas que l'Occident. Donc, nous avons pratiquement notre part, etc. Bon, sur le plan, disons, idéal, donc il y a une production du discours radical. Et les problèmes sont pratiquement imbriqués. Donc, quelque part, on ne peut pas disséquer ce qui est propre à l'Occident de ce qui n'est pas propre à l'Occident. Parce qu'en fin de compte, il y a des va-et-vient. Et puis, bon, vous avez des concepteurs, vous avez ceux qui tout simplement mettent en œuvre un peu pratiquement les fatwas, etc. Et quelque part, nous avons tout intérêt à comprendre ce phénomène. Garder à l'esprit comme quoi le Maroc n'a pas été épargné par des attaques terroristes. Et jusqu'à une époque toute récente, il y a eu un démantèlement d'un réseau. Donc, ce n'est pas un phénomène circonscrit à la France et à l'Europe. Il est transinternational. Et malheureusement, nous avons notre part. Et peut-être nous gagnerons à mieux l'aborder, bien sûr, il y a les sécuritaires qui travaillent dessus, etc. Mais les faiseurs d'opinion et ceux qui travaillent sur les idées gagneraient justement à travailler de concert pour cerner, comprendre ce phénomène et éventuellement anticiper, je pense. Oui, je pense que vous mettiez le doigt sur quelque chose de très important, c'est-à-dire que je sais qu'il y a une coopération internationale très forte dans la lutte antiterroriste et la France et le Maroc sont, je crois, fortement alliés, mais je pense que cette alliance, elle doit aller bien au-delà de la lutte antiterroriste, elle doit aussi porter sur une forme de dissection et une analyse des enjeux politico-religieux qui se posent dans face à cette hydre de l'islamisme radical, comme vous le dites. Moi, je voudrais tout simplement ajouter une chose, c'est que pratiquement, il y a de ça un an, après le départ des Américains de l'Afghanistan, on a pensé que l'islamisme radical était derrière nous, le terrorisme global jihad, comme on l'appelait, etc. Pratiquement, non, il est toujours là. Il est toujours là. Il a muté. Il a toujours affaire donc aux loups solitaires, etc. Et donc, quelque part, bien sûr, la faculté de nuisance a certes baissé, mais la menace est toujours là. Donc, je crois qu'il faut être vigilant. Bien sûr, les sécuritaires font leur travail selon un modus operandi qui leur est propre, mais c'est une question qui interpelle un peu les faiseurs de normes, c'est-à-dire les chercheurs, les journalistes et les faiseurs d'opinion. Une dernière question d'actualité, parce que le temps passe très vite et il se passe quand même un événement majeur dans le monde aujourd'hui. C'est ce qui se passe en Iran, qui s'apparente, selon moi, à une véritable révolution. Est-ce que finalement, face à effectivement cette poussée de l'islamisme radical, est-ce que finalement ce ne sont pas davantage des turbulences dans un mouvement beaucoup plus profond qui est de remise en question justement des extrémismes? Je pense aux accords d'Abraham, je pense à ces femmes qui, effectivement, en Iran, refusent l'obligation de porter le voile. Est-ce que finalement, ce qui se passe aujourd'hui en Iran, ce n'est pas une des principales raisons d'espérer et de se dire que finalement, on traverse une période de turbulence
alors qui existe depuis 20 ou 30 ans, mais que la lumière est peut-être au bout du chemin. Je le pense. Moi, je le pense vraiment. Bien sûr, ces mouvements sont très lents. Donc, puis bon, bien sûr, il y a des pouvoirs pratiquement bien très ancrés et il est très difficile de les déloger. Déjà, pratiquement, il y a de ça un peu moins de 15 ans. Donc, le monde arabe a été secoué par le printemps arabe et toute la rhétorique avait changé. Bon, si je me permets, par exemple, il y a de ça 3 années, il y avait ce qu'on appelle le Hirak, c'est un mouvement donc populaire au Soudan, en Algérie, et ben, toute la rhétorique n'a rien à voir avec pratiquement un discours religieux. Donc, c'est plutôt finalement, entre guillemets, si vous permettez, laïque, etc. Donc, quelque part, nous sommes peut-être en train de rentrer dans ce qu'on pourrait appeler la normalité. Donc, bon, moi, je pense qu'il y a lieu d'espérer. Ce qui se passe en Iran, c'est l'expression du lame de fond. Incontestablement, la mort de cette jeune dame, Aménie, donc, avait en quelque sorte libéré les énergies. Bon, mais il y a un pouvoir quand même bien structuré, une idéologie, etc. Donc, ça ne sera pas finalement donc, un système totalitaire aussi. Nous sommes en train pratiquement donc, mais d'une certaine manière, vous avez raison de poser cette question et il y a lieu d'espérer, à mon humble avis, je crois. Est-ce que vous auriez un dernier message à porter aux lecteurs d'opinion internationale, qui ne sont pas que français, hein, nous sommes beaucoup lus en Afrique, au Moyen-Orient et j'espère au-delà. Est-ce que vous avez un message que vous voulez, qui synthétise l'intime pensée que vous portez dans vos ouvrages? Bah, écoutez, vous me prenez de court, mais je pense que d'abord, il faut tout simplement, il ne faut pas désespérer de la force des idées, même si nous sommes pratiquement donc dans un monde marqué par la confrontation et nous sommes en guerre. Enfin, il y a une guerre quand même. Bon, mais je pense que quelque part, il ne faut pas minimiser la force des idées. Et je pense, bon, je suis peut-être un peu subjectif, du rôle de la France. C'est quand même, la France a un rôle à jouer dans le monde et là, c'est ce que je considère une conscience du monde et elle doit le rester. Donc, je pense que quelque part, le rôle de la France est important sur l'échiquier international. Pas que dans l'Europe, parce qu'en fin de compte, peut-être un peu pratiquement la France est imbriquée dans le jeu européen, l'Union européenne, etc. Mais elle a des responsabilités ailleurs qu'en Europe. Voilà ce que j'ai à dire. Vous m'avez pris de court, mais ce que je dis, c'est ce que je pense. Voilà. Ben, écoutez, moi j'aime bien l'improvisation qui permet finalement d'aller à l'essentiel et de dire ce qu'on a finalement de plus cher. Moi j'ajouterais ce que vous dites le rôle de la France dans le monde. Moi j'ai envie de dire le rôle du Maroc et de l'Alliance franco-marocaine. Je le pense aussi, oui, je le pense aussi. Parce que je terminerai là-dessus si vous me le permettez. Je me souviens en 2016 que Sa Majesté le roi du Maroc avait fait un grand texte invitant les Marocains et les musulmans dans le monde à respecter les lois des pays dans lesquels ils vivent et à prôner évidemment un vécu pacifique et tolérant de l'islam. Et le président de la République de l'époque, François Hollande, avait salué ce discours théologico-politique comme étant un événement très important et que notre magazine avait fortement relayé. Et je pense véritablement que ce débat des idées auquel vous contribuez très très fortement, il doit nourrir en fait le politique. En France, nous sommes un pays laïque, mais la laïcité, ça veut dire quelque part le dialogue des religions dans le respect de chacun et une forme de discrétion quant à son affichage, à l'affichage de ses convictions. Mais tout ça est très intimement relié et quelque part, je trouve que nos pays ont la même approche modérée et moderne du fait religieux et du fait politique. J'abonde dans le même sens et je voudrais tout simplement rajouter que pratiquement il y avait une coopération, non pas que sécuritaire entre les deux pays, mais même dans l'information des imams. Quelque part, pratiquement, donc la France est inspirée un peu finalement du modèle marocain en termes donc, de formation des personnes qui dirigent la prière et qui sont des faiseurs de normes, etc. Et comme vous le dites, la laïcité n'est pas une hostilité à la religion. Donc souvent, pratiquement, il y a un peu cette confusion. La laïcité, c'est tout simplement un regard distant, objectif et vis-à-vis des religions et le respect de toutes les religions. Voilà, vous avez bien fait de le souligner parce que souvent chez nous, on n'entend pas de cette oreille. Absolument. Hassan Aourid, merci. Donc, pour nos lecteurs qui sont à Strasbourg, nous leur donnons rendez-vous le 2 novembre à 17h à la librairie Kléber, où vous viendrez présenter votre livre Regard sur l'Occident.
et nous les invitons à lire d'autres de vos ouvrages, dont L'hydre de l'islamisme radical. Merci à vous et puis à très bientôt certainement avec Opinion Internationale. Merci de m'avoir invité. Merci, merci. J'espère à très bientôt.